Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je termine l'année 2023 avec les flops, les pires films de l'année. Alors je peux vous assurer que si j'avais voulu vraiment taper sur l'ambulance et taper sur un gros producteur de films, je pouvais y aller sans problème et je pense qu'il y aurait eu 10 films, 10 gros films qui seraient sortis, ça aurait été que des films hollywoodiens. J'ai pas voulu prendre ce parti-là, je me suis dit, il faut aussi que j'aille chercher parmi les déceptions que j'ai pu vivre moi, des films que j'attendais et qui sont quand même, au vu du résultat, de gros flops, et pas les films les plus évidents, et je suis allé chercher des fois des films qui ont eu un budget mais phénoménal et ça ne se ressent absolument pas à l'image. Du coup, c'est aussi ces films-là que j'ai voulu taper, plus que d'aller dans l'évidence avec tout ce qu'a pu sortir Disney dernièrement. Voilà, c'est pas hyper intéressant de le voir comme ça, donc j'ai opté pour un autre point de vue. Si je voulais parler de juste Marvel, bah, je mettais tout. Hein. Je mettais les Expandables, je mettais les Chevaliers du Zodiaque, je mettais les comédies françaises comme 38,5 Quai des Orfèvres. Je vous parlais de Chasse gardée, je vous parlais de Sexygénaire, La vie pour de vrai de Danny Boone. Je pouvais mettre BDE. Et tous les gros films comme les Transformers, etc. J'aurais pu parler de tout ça. Il y en a, mais je n'ai pas mis que ça. Donc en 10e place pour moi, et c'est une immense déception pour moi cette année, le film Rebel Moon. Que s'est-il passé avec Zack Snyder? J'ai envie de vous dire, je ne comprends pas. Parce que Zack Snyder, c'est quand même un réal qui, pour moi, c'est celui qui arrive parfaitement à iconiser les personnages, les super-héros. Lui, à l'image, j'ai l'impression qu'il reprend réellement les images des comics et qu'il arrive à en transposer toute la suprématie. Voilà. Toute l'iconisation des personnages est présente. Quand je vois comment il a amené Wonder Woman, c'est incroyable. Comment il arrive à faire vivre Cyborg, c'est pareil. Comment il donne de l'humanité à Superman. Voilà, on peut lui trouver plein de défauts par rapport à son scénario, quelques longueurs et sa manière de réaliser aussi, mais ce qu'il en fait, ce qu'il arrive à en faire à l'image, ça a quand même de la gueule et on y croit, il y a un souffle épique qui est immense avec lui. Et là on a Rebel Moon qui était une surprise qu'on pouvait attendre, on nous proposait quelque chose qui allait être un nouveau genre de la SF, on savait que ça allait quand même aller du côté de tout ce qui avait été déjà vu, mais avec Zack Snyder, on pouvait espérer quand même un univers hyper intéressant, surtout quand on apprenait que le personnage féminin principal, le personnage féminin était le personnage principal et qu'il était incarné par Sofia Boutella. Sofia Boutella, c'est l'actrice que vous avez pu voir dans un film de Gaspar Noé, mais aussi dans le film Kingsman avec Samuel L. Jackson, Colin Firth, Taron Egerton. Et elle jouait une protagoniste avec les longues jambes et les lames, c'était juste incroyable, c'est une ancienne danseuse, je crois toujours, mais voilà, avec son esthétique à elle et comment Matthew Vaughn arrivait à placer sa caméra dans Kingsman, eh bien on avait des scènes d'action mais de folie et cette actrice elle a du charisme, donc on s'est dit pourquoi pas, en plus une actrice française et tout, ça a de la gueule, ok, résultat, quel est le résultat de ce truc? C'est une bouillie, mais visuelle, mais absolue. Je vous assure, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc aussi moche. Hein. Et quand je dis longtemps, j'exagère. Je mets de côté tout ce que j'ai vu avec Marvel et tout ça. Mais un truc aussi fadasse que ça, fait par lui, par Zack Snyder, mais c'est incompréhensible. C'était mauvais à souhait. Alors, il n'y a aucune iconisation des personnages. On ne sait pas qui est qui. On ne les incarne pas. Ils sont une bande, ils arrivent, ils doivent faire la guerre, ça se bat, mais même sur le champ de bataille, c'est flou, c'est pas beau, il y a rien qui nous humanise. Alors oui, il y a des créatures, oui, il y a des trucs qui sont assez sympas par-ci, par-là. Oui, la meilleure scène pour moi, c'est la scène avec un robot et comment il arrive à humaniser le robot. Le robot se lave à une rivière et il a un collier de fleurs sur la tête. Et ben rien qu'avec ça, moi je trouve encore le génie de Zack Snyder. Il arrive à l'humaniser en 2 minutes. En 2 minutes, on croit en l'humanité de ce robot, alors qu'ils n'ont jamais été foutus de réussir à le faire
avec les Star Wars. Donc vous voyez, il y a des choses qui marchent, et ensuite son action, on l'a déjà vu, et en plus là, elle est plus fade que d'habitude. Son scénario, il n'existe pas, il est vain, il est con, il est débile. Ok, on a une bande qui va s'allier, on n'a aucun lien qui se fait entre les personnages, c'est fade, c'est creux, ça n'a aucun intérêt. Donc réellement, ce Rebel Moon en première partie, mais on attend la deuxième partie pour voir le désastre jusqu'au bout, mais moi je n'y crois pas du tout, et je n'y ai pas cru une seconde. Ça a été long, très long, ce Rebel Moon. Je ne vous le conseille pas. Et pourtant, je pense que le pognon qui a été mis dedans, je pense qu'il est à la hauteur de ce qu'aurait dû être le projet. Je pense qu'il y a eu des millions et des millions de mis là-dedans, et ça ne les vaut pas. Je regardais juste ma feuille pour vous dire que j'ai mis Milady, les trois mousquetaires Milady en 9e position. Pourquoi ? Eh bien, j'attendais beaucoup de cette deuxième partie parce que le premier film avait quand même un souffle épique. Le côté aventure, on l'avait. Les personnages étaient assez sympathiques et la manière dont les personnages s'étaient rencontrés, ça faisait la force du truc, moi je trouve. Et ici, reste que la deuxième partie, eh bien, on n'a plus rien. On n'a plus rien parce que le souffle épique, il n'y en a plus. Les personnages, c'est quand même les trois mousquetaires. Les mousquetaires, on n'en a plus rien à foutre. Milady, elle a rien à nous raconter de très intéressant. Donc, on s'ennuie très vite. Constance, elle est inexistante dans le truc. Mais les personnages... Il n'y a pas d'union entre les personnages, donc on part faire des quêtes annexes par-ci, par-là. On a des flashbacks un peu ridicules qui nous sont amenés. Et les seuls moments où moi je trouve on avait de nouveau cette caméra, ce souffle qui arrivait et qui nous happait, eh ben c'était par exemple quand on voyait un personnage, le personnage de D'Artagnan à cheval, et partir en furie pour aller délivrer sa belle. Là, dans ces moments-là, il y avait la caméra qui s'envolait, qui partait, qui était aérienne, avec on suivait justement cet homme au galop, et on avait cette musique derrière, on était là, putain, ça y est, on y est. Et en fait, au final, non, finalement, ils nous remettaient dans un truc plombant. Alors, les gens se sont plaints de l'image qu'on avait eue dans la première partie, qui était sombre et dégueulasse, et qui voulait apporter ce côté un peu plus puant et sale de l'époque aux mousquetaires. Alors, bon, moi je préfère les mousquetaires avec leur joie de vivre, avec le côté, les beaux costumes, etc., qui montrent un petit peu la glorification de l'époque. Voilà. Il y avait quand même une richesse à cette époque-là, et ils faisaient partie de la richesse, ces personnages-là. Et là, tout est sombre, tout est sale, et c'est un peu dommage, parce qu'à part Richelieu et quelques costumes comme ça, eh bien, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais j'ai envie de vous dire que donc les gens se sont plaints parce qu'ils trouvaient ça trop moche, trop sale, et on voyait rien. Donc la deuxième partie est beaucoup plus agréable à voir, même si sa caméra, moi je n'en peux plus de l'action. L'action avec eux, c'était imbuvable. L'action de ce film, mais c'est simple, on ne comprend jamais ce qui se passe à l'image. Alors ils veulent moderniser l'action, c'est très bien de vouloir moderniser l'action, et ce qui est débile parce qu'un film d'action, un film de cap et d'épée en plus, ça doit être des chorégraphies où on doit voir la danse, on doit l'apprécier. Donc c'est des plans qui doivent être plus pris avec du recul pour qu'on puisse apprécier le mouvement, etc. Si tu te rapproches et qu'en plus tu fais tout dans le chaos, pour nous montrer ce que vivent ces personnages et voilà le rythme, le stress, etc. C'est simple, on ne comprend jamais qui donne un coup, qui est tué, qui survit. Ça bouge trop vite et puis c'est flou. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu le film, je me suis dit ça aurait été parfait juste pour D'Artagnan, par exemple. Ils auraient voulu prendre ce point de vue. Quand D'Artagnan est à l'attaque, eh bien oui, on aurait pu voir du coup une action un peu brouillonne parce qu'on aurait vu le début d'un mousquetaire et son stress, etc. Mais par exemple, avec les autres, on aurait retrouvé un côté... avec du recul, avec une belle chorégraphie, avec une belle danse, etc. Là, je l'aurais peut-être plus apprécié. Je réfléchis à ça pendant le film, et c'est vrai que je l'aurais apprécié. Mais là, c'est imbuvable, cette action, c'est insupportable. Et quand le scénario tient plus, et que la première partie nous raccrochait, on se disait, bon, si la deuxième partie, on a un élan d'aventure, d'épique qui est là, ok.
Eh ben non, non, on l'a pas du tout. Et le scénario, en fait, il nous aide pas parce que les mousquetaires, à la fin, on n'y croit pas. On les a toujours dessachés et on s'en fout des mousquetaires. Au final, on les a tellement éparpillés que, voilà, Milady, bon, ça devient une Milady d'action. Elle maîtrise l'armement, etc. Mais même les tensions, le double sens qu'on essaye d'amener avec elle et tout, il est pas bon. Enfin, c'est pas bien amené. Et Martin Bourboulon, c'est un mec qui a fait de la comédie. On le met sur un film d'action. Il ne sait pas faire un film d'action. Alors, ça a valu 35 millions de dollars. Mais là, je le vois. Les 35 millions de dollars, je les comprends pour ce film. On y reviendra pour un autre film français où là, c'est du foutage de gueule. Sur les deux films, ça fait donc 70 millions de dollars qui ont été proposés pour faire les Trois Mousquetaires. Il y a des châteaux, il y a des costumes. Je comprends tout l'argent qui a été mis là-dedans et ça se voit, il y a une envie justement de leur part d'amener ces films-là, mais c'est mal foutu, vraiment. Et là, quand on sait que c'est les mêmes auteurs qui ont fait le Comte de Monte-Cristo que va incarner Pierre Ninet, donc j'imagine que si c'est les mêmes auteurs, peut-être qu'on va avoir les mêmes idées en réalisation, donc c'est encore cette image sale, pompeuse et tout qui va nous être amenée. Vraiment, c'est imbuvable. Et en plus, il n'y a pas de fin à ce film. Ils espèrent nous faire une suite. Alors, moi, j'avais vu les interviews, ils disaient non, on respecte le spectateur, pas du tout. On verra si le public est présent et tout. Ah, mais c'est clair et net. Ils veulent une suite puisqu'on n'a aucune fin. On ne peut pas me faire croire que ça, c'est une finalité. Hein. Ça n'en est absolument pas une. Et en plus, moi, je me dis, ah, c'est bon, on a fini l'Arc des Mousquetaires. Je m'étais pas rendu compte de ça. Donc c'est aberrant pour moi et c'est tout ce que je veux pas voir dans le cinéma. En termes d'écriture, il y a énormément de bonnes intentions sur ce film. Malheureusement, la deuxième partie, le scénario ne suit pas et donc on en a un effet de mou. C'est pour ça qu'il est ici, parce que j'ai été déçu et que je m'attendais vraiment à pouvoir en être satisfait de ces Trois Mousquetaires, mais pas du tout. En 8e position, on va parler de La Petite Sirène et j'ai mis à la même position Peter et Wendy. Je crois qu'ils sont sortis tous les deux cette année. Il y en a un, c'est fait par Rob Marshall, La Petite Sirène, qui est le réalisateur qui a fait Le Pirate des Caraïbes 4, qui a un très mauvais réal, qui n'a aucune ambition. Et ensuite, on a Peter and Wendy, qui est fait par David Lowery, qui a fait un film comme Peter et Elliot le Dragon, qui a fait A Ghost Story ou encore The Green Knight. Et ça, c'est des films que j'adore, c'est un réal que j'aime beaucoup. Donc, j'en espérais beaucoup quand même. La Petite Sirène, non. Je savais qu'on allait avoir un live action toujours aussi fadasse, et ça j'y étais préparé, mais pour Peter and Wendy absolument pas. Et en fait je vais vous expliquer ce qui ne va pas dans les deux films. On nous parle de La Petite Sirène, donc un milieu qui devrait être plus enchanteur pour les enfants, et surtout, même si c'est, on va me dire c'est cliché, pour les petites filles. Il faut montrer le côté les sirènes, la beauté de l'océan, etc. Enfin pour les enfants en généralité, mais les sirènes c'est quand même quelque chose qui marque les jeunes filles. Je pense que La Petite Sirène, beaucoup de filles de mon époque, moi qui ai 30 ans, donc j'étais tout pile dans l'âge d'or de Disney, je pense qu'il y en a qui s'imaginaient en sirène. Mais là, on ne peut pas s'y imaginer. Vous voulez savoir ce que c'est l'univers de La Petite Sirène en live action pour Disney ? Eh ben, on est au fond de l'océan. Si on est au fond de l'océan, en réalité, on ne voit pas puisque l'océan est noir, il n'a plus de lumière qui apparaît. Eh bien, c'est ce qu'on va nous montrer. Donc, on a un océan où on ne voit jamais rien. C'est noir absolu. On a un pauvre rocher où on a cette pauvre sirène qui est en train de se coiffer à chaque fois. Et c'est tout. Mais c'est tout ce qu'on va vous proposer en termes d'enchantement. Donc, on n'a rien, absolument rien à vous proposer pour vous immerger dans un monde imaginaire, comme pourrait le faire l'animation. C'est pour ça que je vous dis, allez voir les dessins animés et ne vous faites pas chier avec les live action qui ne proposent rien. Moi, je l'ai toujours dit, les live action devraient être là pour montrer le vrai côté qu'il y avait dans les romans, la vraie part sombre qu'il y avait dans les romans que Disney a édulcoré pour les animés. Là, on aurait des choses hyper intéressantes, un nouveau scénario, une nouvelle histoire. Ici, ça ne sert à rien. Il n'y a rien à vous proposer. Il n'y a que quand la petite sirène ressortait de l'eau, quand elle rencontre son prince, et qu'il y a les feux d'artifice qui sont faits à l'extérieur, eh bien, on avait le feu d'artifice qui éclairait l'océan, qui éclairait des fois le visage, avec cette lumière qui était présente. Il y avait un petit truc. Pour le reste, c'est nul à chier. Mais vraiment, je vous assure, c'est atroce. Et Peter et Wendy,
on nous parle de Peter Pan. Donc l'île aux enfants, une île imaginaire. Eh ben, l'île imaginaire, est-ce qu'on l'a? Non, c'est un pauvre rocher en Écosse, c'est une pauvre planète où on a de l'herbe, la mer, mais putain, mais on nous parle du monde imaginaire de Peter Pan. On pourrait aller dans bien des univers, ils ne sont pas foutus de respecter au moins le spectateur ou de lui vendre quelque chose de neuf. On n'a rien à vous proposer. Je vérifie que j'ai bien allumé mon micro au même passage, oui c'est bon. Donc on n'a rien à vous proposer et c'est lamentable. Ils ne comprennent plus ce qu'ils faisaient, le charme de leur film à l'époque et pour qui ils le faisaient. Ils le font pour les enfants. Ok, il ne faut pas parler que aux enfants. Le scénario, il est toujours bateau, mais au moins amenez-leur un imaginaire. Là, on n'a plus rien, ça sert à rien de faire ça pour faire aussi mauvais. Et là, à part Jude Law en crochet, qui était pour moi une bonne idée, mais qui ne vaut rien au final, mais on n'a rien à nous proposer. Donc David Lowery, je suis désolé qu'il ait été dans une galère pareille, quoi. Je suis désolé pour lui. Et là, on va taper sur un film français, vous voyez. Là, j'ai La vie pour de vrai de Danny Boone. Danny Boone a fait un nouveau film, un homme qui a toujours été en colonie de vacances. Oui, c'est ça, un homme qui a toujours vécu en colonie de vacances et qui va se rendre compte du vrai monde à 40 ans, par exemple. Donc lui, il n'a jamais réellement travaillé. Il est dans un monde qui est totalement différent du nôtre, celui des vacances. Et c'est un film qui a coûté 30 millions de dollars. Alors, faut m'expliquer où est-ce qu'on les voit à l'image. C'est comme ça que réellement, je me suis fait mon point de vue là-dessus. 30 millions de dollars, il y a à peine 3 décors. On les voit à peine, ils sont mal utilisés, la lumière est fadasse, il n'y a rien de neuf, il n'y a pas quelque chose qui fait réellement cinéma, à part une comédie de Danny Boone comme on en a vu des tas depuis 10 ans. Et ça, c'est 30 millions. Donc, je vais vous expliquer où l'argent passe. Il passe chez Charlotte Gainsbourg, il passe chez Cadmerade, il passe chez Danny Boone, et ensuite, le reste, on vous fait un truc lambda, et merci pour le pognon, et puis je reviendrai plus tard, quoi. Voilà, c'est tout. Et là, il n'y a rien à sauver. C'est pas drôle, c'est pas le meilleur de Danny Boone. Moi, je me suis beaucoup ennuyé, et voilà, c'est le truc lambda, la comédie lambda qu'on peut trouver n'importe où, quoi. C'est dommage parce que, ok, Danny Boone fait rire, il est sympathique, c'est quelqu'un que je respecte, mais son film, non. Vraiment non. Donc maintenant, en 6e position, je vais vous parler de Agent Stone et d'Expendable 4. Donc, un film d'action pour Netflix et un film d'action pour le cinéma. Bon, Expendable, c'est tout ce que je déteste. Le gros film bien bourrin américain où on nous réunit toutes les grandes stars du cinéma américain, Jet Li, Stallone... on pourrait nous mettre Bruce Willis, enfin tout le monde si on voulait, c'est atroce. Jason Statham, voilà, c'est le truc le plus con qu'on puisse faire. Et encore une fois, ça continue, on en est au 4e, visiblement les gens se lassent, mais moi ça fait longtemps que j'aurais dit stop à ce projet, c'est de la merde absolue, et ça c'est plus possible, quoi. Donc on a une bouillasse qui continue à nous faire un film d'action bien con, bien insupportable pour le cinéma. Et on a un film d'action avec ma regrettée Gal Gadot. Je dis ma regrettée parce que Gal Gadot fait beaucoup de mauvais films quand même si je la trouve d'une beauté incroyable. Et Gal Gadot est encore dans un film. Après, il y avait eu un film avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et puis elle. Ils avaient fait un film d'action très con pour Netflix. Là, voilà de retour pour Agent Stone. C'est comme Tyler Rake avec Chris Hemsworth, c'est tout ce que je veux pas voir sur Netflix. C'est le gros projet qu'on va vous proposer, que tout le monde regarde et qui est débile à souhait. Donc voilà, 2 films d'action qu'il ne faut absolument pas voir de mon point de vue. En 5e position, j'ai encore 2 films à vous proposer. J'ai BDE et Sentinelle. Les 2 films ont été proposés pour Amazon Prime. Et BDE, c'est un film de Michael Youn avec un scénario d'un enfant de 3 ans. Une rave party dans les chalets au ski qui tourne mal entre les jeunes et les vieux qui vont se confronter. C'est débile à souhait, c'est une connerie absolue, et pourtant je rentre plutôt dans les délires de Michael Youn et j'ai pas de haine contre lui, mais là c'est vraiment le truc con possible, et que ça finisse que ça trouve sa place sur Amazon Prime, qu'on arrive quand même à donner à valider des projets pareils, moi ça me rend ouf. Et Sentinelle, c'est la connerie que nous a proposé Jonathan Cohen en chanteur flic, où il avait fait sa pub avec son clip là. Bon, le clip était drôle 2 minutes, mais de là à marcher sur sa notoriété
comme Le Flambeau, La Flamme, etc., où on ne propose pas grand-chose et où juste il dit des conneries et ça marche, et ben là il dit juste encore beaucoup de conneries et ça marche, mais il n'y a rien à vous vendre en fait, c'est même pas un film, c'est une connerie, c'est... Moi je sais pas comment vous dire que je suis désolé devant ces projets-là, quoi. Maintenant on va passer à... Ce sont deux films d'action, on a Shazam 2, c'est une évidence, Shazam 1 j'avais détesté, c'est un film DC qui s'est maintenant fait une nouvelle âme, puisqu'il y a un nouveau dirigeant, c'est celui de Gardien de la Galaxie qui est en train de tout remettre à zéro, et donc c'était les derniers films de DC. Shazam, que vous dire, le premier était débile, Shazam 2... Furie des dieux, bon bah voilà, c'est encore le truc bien con, bien débile. Et on a 65, La Terre d'avant, avec Adam Driver. On nous proposait un film de SF où on retrouverait Adam Driver qui ne sait pas où il est et sur une planète de dinosaures. Le pitch, quand on nous le vend, on se dit, vraiment, si on veut aller... on veut s'inventer un monde SF, etc., on peut se faire plaisir, et ça peut être un gros kiff de voir... Justement, Adam Driver affronter des dinosaures, c'est en plus un très bon acteur. Et on se dit, on espère que bon, s'il est là-dessus, c'est qu'il doit y avoir un sacré scénario. Non. C'est une merde sans nom avec un scénario hyper con. Ça a été un des gros beats du début de l'année, hein, mais c'était amplement mérité. 65 La Terre, mais en plus, il n'y avait aucune exploration, aucune envie d'aventure, de nous faire peur, etc. Tout était loupé, et Adam Driver là-dedans, mais moi, ça m'a fait énormément de peine pour lui. C'est un immense acteur, et le retrouver là, mais putain, mais qu'est-ce que ça fait mal. Troisième place, un film Marvel, je les ai... Vous voyez, depuis le début, j'essaie de ne pas en mettre, hein, sinon je pourrais y aller. Hein. The Marvels, bon bah le dernier film de Marvel, avec Captain Marvel et les deux personnages de série Marvel qui sont venus s'intégrer là-dedans. Bon bah voilà, c'était une daube, hein, on va pas se mentir. C'était très mauvais, c'est une comédie. Marvel s'est défendu en disant que c'était... La réalisatrice a dit que c'était plus le film du producteur, donc Kevin Feige, que le sien, sous-entendu qu'elle n'a pas fait tout ce qu'elle voulait. Ok, mais il n'y avait rien, quoi. Encore une fois, en réel, en personnage, en caractérisation, en histoire... C'était con et puis c'est tout. Alors qu'on aille attaquer ce film en disant c'est le pire qui a été fait, non. J'ai vu beaucoup attaquer ce film en disant on en a ras-le-bol, c'était une comédie, on n'en peut plus. Mais une comédie, on l'a eu avec Thor Love and Thunder, on l'a eu depuis les Gardiens de la Galaxie, mais qui savaient l'amener. Et ensuite, quand les Gardiens de la Galaxie ont amené cet humour burlesque et que ça a marché, on a essayé de l'édulcorer sur tout l'univers Marvel. Ce qu'il ne fallait pas faire. On l'a fait avec Thor, c'était une erreur. On l'a fait avec Hulk, on n'a pas compris le personnage de Hulk, qui est Mr. Jekyll et Hyde. Et maintenant, c'est Hulk qui prend des selfies avec les gens. Enfin voilà, c'est ridicule, c'est hyper con. Ils ne comprennent rien au côté shakespearien des personnages. Et voilà, c'est une énième comédie à la con de Marvel. Mais le pire, vous êtes gentil, mais vous avez eu pire bien avant. Hein. Là, elle a juste poussé les curseurs. Mais les curseurs, ils étaient déjà là depuis des années. Donc vraiment, le pire, vous abusez peut-être un peu. Et maintenant, je vais vous parler de la deuxième place. La deuxième place est attribuée à Aquaman. Le dernier film d'ici qui est sorti la fin décembre, qui est le dernier film que j'ai vu de l'année, et je me suis dit, faut que je me l'inflige, il me faut c'est sûr qu'il sera dans mes flops, donc autant y aller, autant se faire un avis. Ant-Man, Quantumania, et on a The Flash. Les trois films-là, 2 films DC, un film Marvel. Donc Aquaman et The Flash sont des films DC et Ant-Man est un film Marvel. Ant-Man, bon bah c'est vraiment catastrophique, ils ne comprennent rien. Alors antagoniste qui est Kang, ils le ridiculisent et là ce film il faisait mal en effets spéciaux, etc. Il y a eu une grève des scénaristes, il y a eu une grève de tout Hollywood pour montrer comment on traitait les gens qui font les effets spéciaux, qu'on leur donne un travail de titan au dernier moment. C'est pour ça que les résultats sont très fades, très moches, etc. Il y avait des raisons. Donc tout Hollywood s'est emporté après ces films-là. Et visiblement, maintenant, on aurait Disney qui remettrait en question en termes de scénario, en termes d'effets spéciaux, etc. Donc, soi-disant, on aurait le renouveau de Disney qui arriverait à partir d'aujourd'hui. Le futur serait bien mieux. J'y crois pas beaucoup. Mais Ant-Man, c'était dégueulasse. Comme le personnage, le sorte de petite télé, là, avec le visage intégré, c'était immonde. Mais le film était con comme pas possible. Et je déteste
tout simplement, je vais vous le dire, Ant-Man, c'est un des personnages que je déteste. Donc, j'étais absolument pas surpris du résultat. Voilà, que vous dire, les deux premiers, je les déteste. Le réal, il fait rien, il n'y a aucune âme en réal, c'est pas possible, quoi. C'est comme les Spider-Man. Mettez des réals qui savent faire des choses. Moi, je taperai jamais sur Chloé Zhao qui a fait Les Éternels, parce qu'il y a une putain de réal dans Les Éternels. Il y a une âme, il y a des décors naturels, il y a une envie de plonger les personnages dans l'intime, dans leurs émotions, dans leur vécu, de voir plein d'époques différentes, on a quelque chose qui marche, et pourtant les spectateurs l'ont boudé, mais c'était la première fois qu'on osait quelque chose, et moi je ne taperai jamais sur Les Éternels. Je trouve que c'était vraiment ce qui aurait pu faire une nouvelle envolée, mais le public n'a pas suivi, et du coup Marvel est bien revenu à ce qu'il savait faire avant. Donc le futur des Éternels, j'y crois pas beaucoup. Donc moi je vous le dis, Ant-Man c'était nul à chier. Ensuite on a The Flash avec, comme pour Ant-Man, des effets spéciaux, mais immondes. On a osé en plus nous remettre des vieux Superman ou des Superman qui auraient pu apparaître. Par exemple, il y avait Tim Burton qui voulait faire de Nicolas Cage un Superman. On le voit à l'image comme un futur Superman possible. On a plein de choses qui nous sont amenées. Les effets spéciaux sont dégueulasses. On nous amène la nostalgie pour ramener les gens en salle, et c'est tout. Michael Keaton, on l'amène, mais on ne respecte pas ce qu'il était, le Batman qu'il incarnait. On ne respecte rien. On a fait de la merde. Ce film, c'est une daube visuelle, une daube au scénario. Et il n'y a que le personnage de Batman dans son action où je retrouvais un petit peu une âme, quelque chose. Je me disais, ah, j'ai l'impression qu'il aime ce personnage, il en fait quelque chose. Autrement, non. Et Aquaman, mais Aquaman, premier du nom, je le respecte comme un beau nanar. Je le vois, je m'amuse beaucoup parce que j'ai quand même la réal de James Wan, je l'ai revu hier, le premier, et quand même James Wan fait des scènes d'action incroyables. C'est fluide, c'est dense, il y a une maîtrise du scénario, il y a un plan séquence où les personnages, il y a un personnage qui court sur le toit, l'autre qui est en dessous, qui détruit les murs, et il y a une action où on va nous montrer tous les personnages qui se battent d'un endroit ou un autre. C'est fluide, c'est agréable, on a des moments d'horreur avec ces monstres marins qui vont les attaquer alors qu'ils ont la lumière rouge juste pour se protéger. On a plein de choses qui nous sont amenées dans Aquaman premier du nom, et ici, le réal a baissé les bras. Il n'y a plus rien dans Aquaman, ce deuxième du nom. C'est une bouse, mais une bouse sans nom. C'était horrible au niveau du scénario, au niveau de, bah voilà, pareil, les effets spéciaux et tout, mais en veux-tu, en voilà, c'est de l'action, et puis c'est tout ce que je déteste, voilà. Si vous m'amenez pas une âme, des personnages et tout, j'y crois pas. Et le film, le premier du nom, celui sur lequel j'ai en plus envie de taper, c'est le film de Guillaume Canet, ce Astérix qui ne mérite aucun louange. Et Guillaume Canet avait dit oui, si vous ne venez pas voir mon film, ce sera la fin de film aussi ambitieux, etc. Faut-il faire un bon scénario? Et ça, il le savait très bien quand il a amené son film. Il savait qu'il avait un film qui était complètement bordélique. Il n'y a aucun scénario, il y a un casting en veux-tu, en voilà. Ils ont 2 minutes de scène. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi Orelsan joue un capitaine de navire alors qu'on ne l'a absolument pas introduit? On n'a aucune caractérisation du personnage, on ne sait pas qui il est, mais c'est juste pour faire marrer les copains et les gens. Ah, vous voyez, il y a Orelsan, il y a 2 minutes de Big Flo et Oli, ensuite il y a Ramzy qui va jouer un épicier marocain, et ensuite en veux-tu, en voilà. Et ce n'est que ça, c'est con comme pas possible. Et puis en termes de décor, en termes d'ambition, mais il n'y a rien, je vous assure, c'est d'une pauvreté absolue. Moi, il n'y a que Gilles Lelouch qui, pour moi, a essayé de faire quelque chose avec son personnage d'Obélix, qui lui a amené sa petite âme d'enfant, un peu rieur, etc. Ça, ok, il a introduit quelque chose, Gilles Lelouch. Mais pour le reste, son Astérix qui veut plus bouffer de viande, il incarne pas Astérix, Guillaume Canet, je suis désolé pour lui, mais là, c'est faux. Et en plus, la princesse, regardez le jeu de la princesse, c'est un des pires jeux que j'ai vus de l'année. C'était atroce, ce film. Et vraiment, il n'y a rien. C'est 70 millions de dollars. Hein. Tout le budget est allé dans les acteurs et dans les potes qu'il a payés
pour animer le truc. Il a voulu créer son histoire en Chine. Bah, c'était bien de la merde. Ok, il y a 20 ans, il y a Alain Chabat qui avait ramené son casting des nuls et une peuplée d'autres acteurs, mais il arrivait à insuffler une âme, il arrivait à comprendre Astérix et Obélix, il les aimait et ça se ressentait. Et là, il n'y a rien, c'est d'une laideur, mais c'est atroce ce genre de film. Donc voilà, je sais, il a fait à peu près 4,5 millions de spectateurs. Pour lui, il dit que c'est un succès. Nous, on est tous relatifs parce que c'est quand même le plus bas des Astérix pour dire que les gens se lassent. Voilà, il faudrait arrêter de taper sur cette franchise ou alors vraiment pour faire quelque chose de bien. Alain Chabat va revenir pour Netflix l'année prochaine ou cette année et il va nous faire des Astérix en animé et il va reprendre le format animé pour parler d'Astérix. C'est peut-être la meilleure chose qu'il est à faire. Alexandre Astier qui avait fait Le Domaine des Dieux et la potion magique, la recette de la potion magique avait fait des Astérix juste géniaux, mais en live, Astérix au service de Sa Majesté, c'était atroce. Astérix aux Jeux Olympiques, c'était pas possible. Laissez ce personnage tranquille. On aime Astérix, on les regardera en BD, on les regardera en animé, mais foutez-leur la paix. Ça, c'était le pire du cinéma cette année. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas tapé sur tous les gros blockbusters comme Le Chevalier du Zodiaque, les Transformers, les trucs comme ça, parce que c'est une évidence absolue. Donc j'espère que vous avez le même avis à peu près sur le flop de l'année, mais je suis curieux de voir ce que vous pouvez trouver bon et que vous éliminerez du coup. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à liker, à commenter, à alimenter mon travail. Merci pour ceux qui sont allés au bout de cette vidéo. C'était donc la fin pour l'année 2023 et on se consacre à présent à 2024, à tout ce qu'elle va nous proposer et il y a du très très bon qui nous attend les amis. Donc voilà, d'ici peu, dans quelques jours déjà, la première vidéo arrivera peut-être, ce sera peut-être pour TikTok, mais je pense que je ferai une vidéo YouTube, une première vidéo pour annoncer tout ce qui nous attend en 2024 et les films que j'ai déjà commencé à voir. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Force à vous les amis, j'espère que les fêtes se sont bien passées. Bonne année à vous. Merci à vous.